L'interview. Je revenais d'une mission fluviale avec quelques bidons de diesel volés dans mon bateau, manœuvrant le petit moteur de toutes mes forces lorsque j'aperçus mon précieux amour perdu, Adesua, que je cherchais frénétiquement depuis tout ce temps, en vain, avec sa mère, sur une rive isolée du fleuve, à la périphérie d'Agenbod, vêtus de leurs costumes blancs religieux et offrant un sacrifice au fleuve. Waouh, encore ces deux femmes, m'écriai-je. Soudain, mon cœur, mes veines et tout ce qui était silencieux en moi reprirent vie et s'activèrent à plein régime. Je voulais m'envoler au-dessus du fleuve à la vitesse d'un avion, ou d'une fusée, car la vitesse initiale de mon bateau sur l'eau ne me convenait plus, mais, naturellement, j'étais limité. J'ai poussé le moteur à fond et j'ai descendu la voie navigable en toute hâte, avec l'envie d'arriver au plus vite à notre petit quai, de déposer les marchandises de contrebande que je transportais et de revenir à temps pour rattraper Adesua qui brûlait intensément dans mon esprit et qui brûlait sans retenue dans les mains qui actionnaient le moteur. Je l'ai manqué la première fois que je l'ai vue, et cette deuxième fois, je devais la retenir, me suis-je dit, sinon je deviendrais fou. C'est alors que j'ai remarqué un bateau de sécurité qui approchait par derrière à toute vitesse, ce qui m'a inquiété. Oh là là! M'écriai-je, car je me demandais, cette poursuite accélérera-t-elle ou retardera-t-elle davantage mon mouvement? Pourquoi étais-je poursuivi? Que avais-je fait? J'étais déjà à plein régime. Comment ce vieux moteur pouvait-il s'emballer plus fort pour que j'échappe à cette poursuite acharnée? Il se rapprochait de moi à chaque seconde, me hurlant des mots furieux et m'ordonnant de m'arrêter. Je me souvenais avoir tenté de manœuvrer pour éviter de percuter leur bateau qui avait déjà commencé à me dépasser et à me croiser. Je me souvenais aussi d'une pierre lancée à la vitesse d'une balle vers ma tête, tirée par la fronde d'un des officiers, et après ça, plus rien. J'ai sombré dans une obscurité totale. « Comment t'appelles-tu » s'exclama une étrange voix de loup, venue de nulle part. « Égic » répondis-je. Les bruits que j'entendis ensuite n'étaient que des cris étranges et inquiétants, semblables à ceux d'un animal, avec le rugissement rauque et inquiétant d'un grand loup en colère au milieu. « Quel est ton nom de famille? D'où viens-tu? Où habites-tu » furent quelques-uns des mots que je parvins à arracher au milieu de ces bruits inquiétants. J'étais de plus en plus irrité par ces bruits, et je criais de colère. « Tais-toi » Et peut-être avais-je raison d'être en colère, car je ne voyais aucun visage. Je ne sais pas combien d'heures ou de jours cela a pu se passer pendant ce laps de temps. Puis le monde a commencé à prendre forme, petit à petit, j'ai vu que j'étais assis à un bureau dans une petite pièce sombre, la tête appuyée contre le bureau. J'ai relevé la tête et j'ai vu une femme habillée en infirmière disparaître par la porte, deux policiers debout près de la porte, un autre au milieu de la pièce et le quatrième, un homme aux épaules larges, à l'air féroce, ressemblant à un chien, debout en face de moi et me fixant d'un air sévère. Je me suis immédiatement souvenu de ma hâte de cacher mon bateau avec les marchandises de contrebande qu'il contenait, ainsi que de ma hâte de rattraper Adesua sur la rive. Je me suis demandé pourquoi diable j'étais retenu et retardé dans ce taudis, et quel genre de rassemblement de chiens s'y déroulait. Levant la main droite sur le côté de ma tête, j'ai été choqué de constater qu'elle était bandée. Quoi, ai-je demandé avec colère. Êtes-vous complètement réveillé maintenant, m'a demandé le policier. Mais je n'ai pas répondu, trouvant la question trop stupide et hors de propos. J'ai obéi à votre ordre et je suis resté silencieux depuis, a-t-il dit. Mais puisque vous avez repris vos esprits, je dois continuer. Et j'espère que vous répondrez plus clairement maintenant. Où avez-vous trouvé ces bidons de diesel que nous avons trouvés dans votre bateau? L'envie de m'en prendre à Adesua me brûlait la tête et je me suis dit. Si seulement cet homme comprenait que je n'avais pas le temps de répondre à une question sur ce diesel et qu'il rende cette interview très cinglante, pour me faire gagner en hâte. C'est mon diesel, ai-je dit. Où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté à Ida. L'homme m'a montré un poing fermé et un visage aussi féroce qu'un vieux loup mangeur d'hommes. Si tu me dis encore un mensonge, je t'enfonce ce truc dans le front, j'ouvre l'autre côté et je te renvoie dans un autre sommeil. Celui-ci va te prendre 3 semaines à te réveiller. Quel est le nom du personnel qui t'a fourni ces bidons de diesel, a-t-il demandé, me menaçant de son horrible tête de chien. Pas de personnel, dis-je.
Je vous avais dit que j'avais acheté ce diesel en ville. Il me gifla violemment du revers de la main et je tombai en arrière, de petites étoiles de feu éclairant le contour de mes yeux. Je restai silencieux, essayant de me remettre de la gifle, mais il se fit encore plus menaçant. Vous êtes un voyou très dangereux, et si vous ne faites pas attention à vos paroles, je vous tue. La direction de la compagnie nous a ordonné de tirer sur tout bandit que nous croiserons autour de leur navire, essayant de voler quoi que ce soit. Fit-il remarquer. Je ne me suis approché d'aucun de leurs navires, dis-je. Alors, où avez-vous trouvé le diesel, demanda-t-il. Monsieur le policier, croyez-moi, dis-je, je n'ai pris ce diesel sur aucun de vos navires et je n'ai fait affaire avec aucun de vos employés. Il enfonça ses pattes dangereuses dans mon visage et me serra, poussant ma tête en arrière et me menaçant encore plus avec sa gueule féroce et bestiale. Tu es un criminel au cœur dur et tu vas mourir pour les péchés des autres. Il me donna une nouvelle poussée violente sur la tête, puis retira sa main. Pourquoi t'as-t-on vu arriver en direction des navires et qu'est-ce que tu étais allé chercher là-bas avec les bidons de diesel que tu transportais, rugit-il d'une voix forte. Monsieur le policier, dis-je, c'est une voie navigable, donc n'importe qui peut y passer à tout moment. Je me figeai de terreur en voyant ses poings serrés se ruer de toutes ses forces vers ma tête. J'essayai d'esquiver, mais c'était trop tard. Le coup qu'il me porta me plongea dans un étrange sommeil où je rêvais de vide, d'étoiles brillantes et de boules de feu brûlantes pleuvant sur ma tête. Il me tira de nouveau par le cou et me secoua vigoureusement, me tirant du sommeil et me ramenant à la réalité, les yeux brûlants comme s'ils étaient en feu. Vous faites partie de cette bande criminelle qui a perturbé ces bateaux fluviaux, a-t-il lancé d'un air renfrogné. N'est-ce pas? Dites-le-moi. Je ne répondis pas, de peur de sombrer à nouveau dans le sommeil, mais malheureusement, mon silence, que je croyais salutaire, se transforma en un doigt invisible qui toucha sa propre corde invisible de colère, car il saisit rapidement un stylo sur le bureau et s'apprêta à me poignarder. Vous ne répondrez pas tant que je. Je ne le suis pas, répondis-je rapidement pour éviter le stylo. Quel est votre métier, demanda-t-il. Je suis plongeur, répondis-je. Vous voulez dire, plongeur en haute mer ou quel genre de plongeur? Plongeur dans cette rivière. Je creuse du sable dans le lit de la rivière pour gagner ma vie. Êtes-vous marié? Non. Depuis combien de temps creusez-vous du sable dans cette rivière? Plus de 10 ans. Achetez-vous toujours du diesel en bidon et le transportez-vous sur cette rivière? Parfois. Vous les transportez là où vous les vendez ou là où vous les utilisez? Là où je les utiliserai. De combien de bidons de 25 litres votre moteur a-t-il besoin à la fois? Lors d'une journée de travail très chargée, le moteur peut occuper jusqu'à un bidon plein. Mais vous transportiez 4 bidons de diesel dans votre bateau? Oui. Que ferez-vous ensuite des bidons restants? Les bidons restants iront dans les autres bateaux de mon équipe. Mais vos bateaux ne roulent pas au diesel, ils roulent à l'essence. Ce n'est pas de l'essence, monsieur l'agent, c'est du diesel. Et si je prélève un échantillon de ce qu'il y a dans votre réservoir et que je découvre que c'est de l'essence? Vous ne trouvez pas d'autre carburant là-dedans que du diesel. D'accord, acquiesça-t-il, voyons voir. Il se tourna vers l'un des jeunes officiers derrière lui. Prenez un petit échantillon et testons-le. L'officier disparut par la porte et je me demandais quand cet interrogatoire prendrait enfin fin et me permettrait de sortir retrouver mon cher Adésuat. Une envie irrésistible d'herbe et de gin sec commençait à grandir en moi, aggravant mes souffrances. Je regardais l'heure sur ma montre comme si cela me permettrait de savoir combien de temps j'étais retenu là, mais c'était absurde, je ne pouvais pas dire si j'étais resté dans cette pièce pendant des heures, des jours, voire des semaines. Je portai mon regard de ma montre aux fenêtres closes, puis au plafond sale, déjà agité, m'attendant au pire à tout moment, mais ne souhaitant jamais être retenu plus de quelques minutes, car cela pourrait être désastreux. Puis le jeune officier revint plus tard avec une petite bouteille en plastique transparente contenant de l'essence. « C'est de l'essence » dit-il en tendant la bouteille en plastique à l'officier supérieur. Ce dernier l'ouvrit, la renifla et en mit un petit échantillon dans son doigt.
Lorsqu'il porta le doigt à ses narines pour le sentir, je vis son visage se durcir de colère, lui donnant l'air d'une bête féroce. Il me hurla dessus, « Ce n'est pas de l'essence que j'ai là? Pourquoi m'as-tu menti? » Je ne vous ai pas menti, monsieur le policier, dis-je, c'est du diesel que j'utilise dans mon réservoir. Ce n'est pas de l'essence, cria-t-il avec colère. Regardez. Ça pourrait être de l'essence, du kérosène, ou même de l'urine prélevée n'importe où, mais ça ne change rien au fait que mon bateau roule au diesel. Ça vient de votre réservoir, monsieur. Sa voix était pleine de sérieux et de haine. Peut-être, oui, mais je maintiens que c'est du diesel qui alimente mon moteur. Comment osez-vous me mentir? J'ai la preuve en main et vous niez toujours. Je restai silencieux. Si vous ne me répondez pas, je vais vous verser cette essence sur le corps et vous brûler, me prévint-il. Le diesel et l'essence ont la même odeur, dis-je, alors le carburant qu'il y a là, s'il vient de mon réservoir et qu'il sent l'essence, en quoi est-ce ma faute? Je t'ai prévenu, mais tu continues à nier. Il se jeta sur ma tête avec la fureur d'un lion enragé, et tout devint momentanément vide, je dis bien tout, sauf mon esprit. Le vieux désir et la hâte de sortir rencontrés à des UA persistaient, bien que quelque peu déformés, ainsi que l'envie grandissante d'aller cueillir de l'herbe, et la conscience d'une bête féroce, grande, large d'épaules, semblable à un loup aux dents de sabre, me dominant de toute sa hauteur, grognant et aboyant après mon petit corps timidement capturé, tandis que moi-même criais de peur, implorant pitié, implorant d'être libéré, implorant une petite pincée d'herbe, et implorant une goutte d'alcool. J'ai essayé d'atteindre les rouleaux incertains de ce que je pensais être de l'herbe qui traînait autour de ma tête pour me réconforter un peu, mais tout cela en vain. J'étais de plus en plus irrité par cette contrainte injuste et je criais, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. J'ai essayé de me lever et de m'échapper, ou du moins de faire les 100 pas sur le sol incertain, mais mon implacable ravisseur canin ne me laissait pas bouger d'un pouce, avec son horrible visage canin sévère qui contrastait toujours avec mon visage timide, et ses crocs blancs, nus et effrayants qui brillaient comme des pièces d'argent limées, toujours contre ma peau, attendant le moment redouté où il commencerait son festin. Et quand j'ai pris conscience de ce qui m'entourait, j'ai vu l'officier supérieur assis à la table en face de moi, en train de rire la première fois qu'il riait. Il a pointé du doigt la partie du mur où un panneau d'interdiction de fumer avait été dessiné avec le croquis d'une cigarette au centre. « Tu peux prendre celle-là et fumer » a-t-il dit, toujours en riant. Comme je n'ai pas d'herbe à te proposer, je t'ai offert la seule cigarette disponible dans la pièce. Mais je n'ai pas bougé. Je restai rivé à mon siège, les yeux fixés sur le panneau, espérant que le croquis puisse quitter son état bidimensionnel et se métamorphoser en quelque chose de suffisamment tangible pour être saisi et fumé. Puis il sortit une cigarette de la poche de sa veste et me la tendit. Je tendis la main avec joie, mais il la repoussa. Il sortit un briquet de la même poche, alluma la cigarette et la rangea. Puis il se mit à fumer, inhalant la fumée et la soufflant sur mon visage, tandis que je le regardais attentivement, espérant qu'avant la moitié, il me la tendrait, mais il ne le fit pas, jusqu'à ce qu'il l'ait fumée jusqu'au mégot avant d'avoir la générosité de me la tendre. Eh bien, me disais-je, le mégot vaut mieux que rien. Et je tendis la main avec joie pour la prendre, mais à ma surprise, il la laissa tomber par terre et l'écrasa du pied. Je me suis mis en colère et j'ai voulu protester violemment, mais j'ai décidé de garder mon calme pour le moment. Monsieur le policier, dis-je, relâchez-moi et laissez-moi partir. Il ne répondit pas. Il resta assis à regarder ailleurs, et, son téléphone portable porté à l'oreille, je l'entendis engager une conversation cinglante. Monsieur le capitaine, dit-il, j'ai un suspect avec moi, venez le chercher immédiatement. Il retira le téléphone de son oreille et resta silencieux. Vous n'avez aucune preuve pour m'arrêter. Lui fis-je remarquer. Vous êtes fou, rétorqua-t-il en se tournant vers moi. Les preuves sont dans votre bateau. Il y a quelques bidons de diesel dans mon bateau, dis-je, et les bidons de diesel sont vendus librement à quiconque a de l'argent pour les acheter, et pourtant vous dites avoir des preuves. Vous avez eu de la chance que je ne t'abatte pas et ne t'envoie pas en enfer quand je t'ai vu avec le diesel, dit-il, c'est pour ça que vous avez le courage de parler.
Pourquoi voudriez-vous m'abattre, demandai-je. Vous m'avez pris en flagrant délit de vol à main armée? Il sortit son pistolet de sa poche et en défonça le canon. Je vais peut-être devoir vous tuer avant l'arrivée du capitaine, puisque vous n'êtes pas disposé à coopérer. Que ai-je fait? Demandai-je d'une voix forte. Quel est mon crime? Je frappai violemment sur la table, me levant d'un bond pour protester. Je me souvins d'un violent coup de pistolet dirigé vers ma tête. La chose suivante dont je me souvenais fut de m'être retrouvé dans un endroit sombre, étrange et creux, avec l'image incertaine d'Adesua flottant autour de moi, et nous communiquions sous une sorte de code étrange et inintelligible. Je me souvenais aussi d'avoir voyagé, comme un revenant, ou quelque chose de ce genre, au milieu de mon propre labyrinthe de confusion et de hâte, traversant des obstacles, désorienté par eux, cherchant ici et là cette seule route qui pourrait être un peu plus praticable, boitant sur des pieds épuisés le long des routes incertaines, et gardant vivement à l'esprit la connaissance de la hâte qui était ma principale force motrice, ainsi que la connaissance égale d'un certain chien de chasse. Robuste et têtu qui refusait de cesser de me suivre pendant un instant comme si j'étais une sorte de cerf, ou comme si, en l'absence de cerf, il m'avait pris comme gibier à la place. Il aboyait sans cesse sur mes petits talons effrayés et désespérés, et moi, englouti par la peur, je m'arrêtais pour l'apaiser, riant superficiellement, faisant semblant d'être heureuse, faisant semblant d'être gentille avec les chiens, le caressant affectueusement, l'appelant bon compagnon et douce âme sœur, lui promettant des bonbons, lui promettant des gelées, et bientôt la conscience de la folie d'essayer d'apprivoiser un chien étrange et sauvage me venait à l'esprit, moi qui avais toujours été une mangeuse de chiens et qui n'avait jamais été amicale avec les chiens une seule fois, et le voyant un peu calme et croyant qu'il m'avait oublié, qu'il avait probablement dormi, je m'éclipsais à nouveau, le regardant avec méfiance, souriant bêtement et jubilant d'avoir réussi à endormir cette bête canine sauvage, seulement pour que sa colère se rallume et saute à nouveau sur moi, provoquée par mon départ furtif, provoquée par ma tromperie, et provoquée par mon infidélité, et une fois deux. Plus, je commençais à penser à de nouvelles approches pour apaiser lui, de nouvelles façons de le tromper, de nouvelles excuses à présenter, de nouvelles promesses à faire. Et à un autre moment, j'étais assise dans une petite cage suspendue de nulle part, chancelante, à entendre tous mes péchés se déverser dans une atmosphère sinistre et impitoyable, consultant ma montre avec impatience de temps en temps et suppliant qu'on me libère, au nom de ma hâte, mais refusé par mon chien de garde implacable, mon chronométreur toujours vigilant. Moi, qui avais anticipé une rencontre inoubliable avec la diva du Niger et, à l'aube de cet instant précieux, me retrouvais piégé dans cet enclos vicieux et ruinant ma plus grande chance dans la vie. Il n'existait en réalité aucun moment comparable à cette heure unique et à ce jour, et même un retard d'une minute aurait été trop fatal. Mais maintenant, j'avais perdu cette heure précieuse, avec ce jour unique, le genre de jour que je ne retrouverai plus jamais.